Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en aussi grand nombre. Je me suis rendu compte que le diagnostic différentiel des troubles cognitifs, c'était un défi à présenter en 1 heure. Vous avez un document qui est essentiellement ce que je vais présenter sur les diapos, sinon quelques mots que j'ai changés ce matin, mais c'est essentiellement ça. Ceci étant dit, j'avais prévu parler des troubles cognitifs associés aux symptômes parkinsoniens. Je ne les aborderai pas aujourd'hui. Pour ne pas rusher tout ce que j'ai à présenter, j'aimais mieux couper un bout, quitte à le représenter plus tard, et me concentrer sur donc essentiellement la première partie des slides que vous avez là, dans vos documents. Donc, mes objectifs étaient de présenter tout le spectre des maladies cognitives. Quand on parle de maladies légères, modérées ou sévères, de quel domaine cognitif est atteint, de parler un peu de pathologie, traitement, évolution. C'est immense, c'est un livre en soi. Je vais essayer aujourd'hui de vous en parler, puis j'ai essayé de me mettre dans les souliers d'un professionnel de première ligne en me disant, bon, on connaît l'Alzheimer un peu plus, tout ça, mais c'est pas tout de l'Alzheimer qu'on voit qui va cogner à notre porte. Puis comment reconnaître ce qui est pertinent, puis s'orienter un peu pour démarrer l'investigation puis référer de façon appropriée. C'est un peu ce que j'avais en tête quand j'ai essayé de faire mes diapos puis de travailler là-dessus. Sachez que les démences atypiques représentent 20 des cas de démence qui vont se présenter. Fait que si vous voyez 75 Alzheimer dans vos bureaux, une vingtaine environ, il y a un petit changement d'ordre dans les diapos, inquiétez-vous pas, là, c'est mineur. Encore une fois, j'entends les pages tourner, là, mais ce matin, j'ai décidé pour quelques diapos de les déplacer. Donc, je reviens, 20 des cas sont des démences atypiques. C'est sur ce 20 %-là qu'on va jaser cet après-midi. Vous savez, moi, à la clinique de mémoire, tous les patients, quasiment universellement, sont référés pour troubles de mémoire. Ils sont référés pour des oublis. Quand on décortique, une bonne part, ça va être des oublis d'événements, oublier des rendez-vous, oublier ce qu'ils ont mangé hier. Ça c'est assez facile, vous les reconnaissez. C'est souvent des débuts de maladie d'Alzheimer, puis on investigue, on creuse, on questionne, on examine et on trouve. Il y a des patients qui oublient d'autres choses. Des patients qui vont oublier les mots. Puis ça va apparaître de façon progressive, parce qu'on leur demande, tu sais, ça a-tu commencé subitement, tout de suite, une aphasie, on a en tête un AVC. Mais il y a des aphasies progressives. Il y a différents types d'aphasies progressives. Vous allez me dire, peut-être ça ne vaut pas la peine de les départager. Bien, un peu. Parce que certains types d'aphasie progressive, un en particulier, dépend de la maladie d'Alzheimer. Les autres vont dépendre surtout des démences frontotemporales. Donc, de les départager, ça peut parfois orienter le traitement. Puis ça aura une importance beaucoup plus notable dans les prochaines années si un jour on trouve un traitement qui change le cours de la maladie. Si on trouve un traitement pour la maladie d'Alzheimer qui enlève l'amyloïde, par exemple, bien, ça ne marchera pas dans les aphasies démence frontale, ça va marcher dans l'aphasie qui dépend de l'Alzheimer. Fait que de les départager, ça va être pertinent. Donc, les gens peuvent oublier les mots, peuvent oublier comment se comporter en public, c'est des démences frontales, ça vous n'avez peut-être vu, peuvent oublier comment utiliser les objets. Bien, il y a des gens qui vont développer des apraxies progressives. Alors, ceux-là aussi, il faut les reconnaître. C'est souvent subtil. Des fois, on ne comprend pas de quoi ils se plaignent, il faut creuser. Si on en a vu ou qu'on sait ce que c'est, on est capable de diriger notre questionnaire. C'est un peu ça que j'aimerais que vous reteniez. Les cas de troubles de mémoire qui se présentent et qui ont l'air bizarres, que vous ayez un peu en votre tête un diagnostic différentiel puis une façon d'aller chercher les indices. Pourquoi connaître le diagnostic différentiel des démences? Bien, un peu comme j'expliquais, pour reconnaître les stades précoces quand les manifestations sont inhabituelles. De ne pas dire au patient, bien, vous n'avez rien, vous n'avez pas de trouble de mémoire parce qu'il y a 5 sur 5 au rappel des mots. Il y a peut-être d'autres choses qui clochent. Comprendre la phénoménologie, la symptomatologie pour les conseiller puis pour les référer vers de l'aide. Il y a des patients qui ont des aphasies progressives qui ne peuvent plus s'exprimer, mais avec des adaptations, peuvent rester à domicile de façon autonome. Parce que leur jugement, leur façon de s'organiser est encore intacte, malgré qu'ils n'ont plus de langage. Alors, c'est important de les reconnaître et de pouvoir les diriger vers orthophonistes, ergothérapeutes pour des adaptations. Puis, dépendant du type de phénomène qui se présente devant nous, on peut essayer de déduire le processus pathologique
Si on pense que c'est une variante de la maladie d'Alzheimer, il se mérite un traitement avec les médicaments qu'on a maintenant. Et un jour, j'espère, il y aura des traitements encore plus puissants et spécifiques pour ces maladies-là. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, les stades précurseurs des démences, surtout de l'Alzheimer, les aphasies primaires progressives, les autres variantes de la maladie d'Alzheimer. Je vais, comme je vous l'ai dit, j'ai mis à la toute fin, mais on va l'enlever, les maladies cognitives associées au syndrome extrapyramidaux. On va parler un peu de la démence vasculaire, démence mixte, tout ce concept-là, parce que des fois, c'est charrié d'un bord et d'autre. Et finalement, l'hydrocéphalie à pression normale, parce que c'est une démence, entre guillemets, réversible. Il faut l'identifier parce que c'est pertinent pour le patient dans notre traitement. On commence. Les stades précurseurs de la maladie d'Alzheimer ou des autres démences, ou ce qu'on appelait avant le MCI ou le TCL, trouble cognitif léger. Il faut comprendre que les maladies dégénératives, vous le savez, ne commencent pas du jour au lendemain. C'est des maladies qui impliquent l'accumulation dans le cerveau de substances toxiques, de protéines, d'amyloïdes. En fait, il y en a plusieurs, dépendant de la maladie. Et ça commence souvent des années avant les premiers symptômes. C'est un peu la même chose pour le diabète de type 2. Souvent, les gens, vous faites des glycémies de routine dans votre bilan annuel parfois, puis vous notez des glycémies élevées à jeun. Puis on conclut que le patient a peut-être une intolérance au glucose. Quand ce n'est pas trop élevé, on surveille la diète, perte de poids, etc. Le patient ne s'en plaignait pas. C'est un test biologique qui a révélé ce problème-là. Un peu plus tard, maintenant, on se rend moins à ça, mais ça peut arriver encore que des patients vont se présenter avec polyurie, polydipsie. C'est les premiers symptômes du diabète. Et ces patients-là, bien là, rapidement, on va diagnostiquer le diabète et on va les traiter. Ceux qui ne seraient pas traités se rendraient vers les complications, la néphropathie, la rétinopathie, la neuropathie. C'est une maladie qui a une phase préclinique, qui a une phase de symptômes plutôt légers, et finalement une phase où il y a des destructions d'organes, et là, la maladie est avancée. Mais je pense qu'on peut faire le même parallèle avec la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer commence dans le cerveau des gens une vingtaine d'années avant les symptômes. Puis les premiers symptômes arrivent à un moment donné, puis ça touche presque uniquement la mémoire au début. Puis éventuellement, puis souvent les premiers symptômes touchent la mémoire, les gens s'en plaignent, c'est dur à dépister, puis ils n'ont pas d'impact encore dans leur fonctionnement, ils compensent. Puis éventuellement, il y a une atteinte de la mémoire et de d'autres fonctions cognitives qui ont un impact sur leur fonctionnement, sont rendus au stade de démence. C'est un peu la même évolution. Fait qu'on peut, puis on commence à définir la maladie d'Alzheimer plus comme ça maintenant. Ce qui nous manquait, c'était la fameuse glycémie pour la maladie d'Alzheimer. On n'avait pas de prise de sang qui nous le montrait. De plus en plus, on a ce qu'on appelle des marqueurs biologiques qui sont décelables même dans les phases précliniques de la maladie. Fait qu'on commence à définir de plus en plus la maladie d'Alzheimer comme ça. Je ne vous dis pas que c'est rendu au quotidien en première ligne, là. C'est pas ça que je dis, mais je vous dis que l'avenir s'en va vers ça. Un jour, on pourra probablement dépister la maladie d'Alzheimer très tôt et peut-être traiter les patients si les traitements sont efficaces et que le coût-bénéfice en vaut la chandelle. Ces marqueurs-là, c'est quoi? C'est pour le moment des marqueurs au niveau de la ponction lombaire ou des marqueurs au niveau du TEP scan, test en médecine nucléaire. On les utilise en troisième ligne dans des cas complexes. On verra si un jour ce sera exportable ou qu'il y aura des nouveaux biomarqueurs plus accessibles. Le concept de MCI s'applique ou est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle l'état prodromal ou un Alzheimer prodromal. C'est vraiment un Alzheimer qui a des symptômes très légers, qui a des petites atteintes de la mémoire, qui n'est pas atteint sur le plan de son fonctionnement et chez qui on peut prouver la présence d'un marqueur d'Alzheimer. Et dans nos cohortes de patients, il est arrivé dans les dernières années qu'on a eu des gens chez qui on était capable de prouver cet état-là avec ponction lombaire, par exemple. Donc, ça existe et c'est à la porte là, de devenir accessible d'un point de vue clinique. Ces marqueurs-là, je voulais vous le montrer, la référence est là. L'amyloïde dans le liquide céphalorachidien, la protéine tau dans le liquide céphalorachidien, le volume de l'hippocampe, qui n'est pas mesuré actuellement en résonance parce que c'est compliqué, mais est-ce que ça viendra un jour, et le TEP scan
TEP scan, soit avec le FDG, qui est le sucre radioactif, ou avec des marqueurs d'amyloïdes. Et on voit là-dessus l'évolution. Ça, c'est des courbes réelles qui ont été prises chez des patients qui ont un gène pour la maladie d'Alzheimer, qui sont sûrs de développer la maladie. On les a suivis pendant des années avant les symptômes, à partir de l'âge de 25 ans, 30 ans, 35 ans, puis ils développent les symptômes vers 50. Et on a pu voir apparaître chez eux, alors qu'ils n'avaient aucun symptôme, ces marqueurs-là. Fait que ça, c'est des courbes réelles qui existent, puis on essaie de transposer ça maintenant à nos patients, puis à la clinique éventuellement. Ponction lombaire, je vous le dis, test pas compliqué. Ça vous semble compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués, mais moi, je fais ça dans mon bureau de clinique, avec mon infirmière de clinique. Fait que ce n'est pas un test qu'on fait à la salle d'eau. Alors, éventuellement, peut-être que ça va s'exporter. Maladie d'Alzheimer, donc, on la définit différemment maintenant. Il y a une phase de démence que vous connaissez, c'est celle qu'on reconnaît beaucoup plus facilement. Il y a une phase de démence où il y a une forme typique, c'est la majorité des patients. Ils ont une atteinte de la mémoire, qu'on appelle atteinte amnésique de type hippocampique. Il y a quelques formes atypiques, on va les voir aujourd'hui. Puis il y a une phase prodromale qui correspond au MCI ou au trouble neurocognitif mineur. La phase préclinique, elle existe, on ne la dépiste pas actuellement parce qu'évidemment, on ne veut pas, c'est pas pertinent, c'est pas requis, mais c'est dans la définition. Donc, c'est important de reconnaître ces patients-là qui se présentent chez vous. Je sais que vous n'avez pas accès à la ponction lombaire, puis ce n'est pas souhaitable qu'on en fasse à tous les patients qui se plaignent de leur mémoire, mais il faut quand même les reconnaître. Puis les indices d'une maladie d'Alzheimer qui pointent peut-être à l'horizon. Ce serait par exemple quelqu'un qui oublie les événements, se répète, qui a donc une atteinte de la mémoire épisodique. Quand cet oubli-là est repéré par un proche, c'est d'autant plus pertinent. Si le patient, et évidemment, quand on parle d'un Alzheimer prodromal ou d'un MCI, quand le patient garde un bon fonctionnement malgré tout, et souvent, dans nos tests de dépistage, les tests sont presque normaux, sauf la mémoire, qui est souvent atteinte. Fait que ça, c'est le patient qu'il faut garder un œil dessus. Évidemment, je considère ici que le patient n'est pas déprimé majeur, n'a pas de maladie physique très importante, une grosse arthrite rhumatoïde mal contrôlée, ce genre de choses-là. Je prends pour acquis aussi qu'il n'y a pas de médicaments qui pourraient perturber la mémoire. Évidemment, c'est toutes des exclusions, là. Et si on a un patient en relative bonne santé qui se plaint comme ça, qui est dans les âges de l'Alzheimer, il faut garder un œil dessus. Il pourrait évoluer. À peu près 15 de ces patients-là par année vont virer vers un stade plus avancé, vont commencer à avoir un impact dans leur fonctionnement. Je parle de mémoire épisodique. Ceux qui ont assisté au colloque se souviennent de ça. Je ne reviserai pas tout, mais sachez que la mémoire, on la divise en plusieurs aspects. Puis la mémoire épisodique, c'est vraiment la mémoire des événements. La mémoire de ce qui s'est passé hier, la mémoire de ce que j'ai fait la semaine dernière, la mémoire de j'ai un rendez-vous demain, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je me lève plus tôt, il faut que... Bon, c'est ça la mémoire épisodique. OK? Puis, il faut être prudent parce que dans le processus de mémorisation, pour aller en mémoire épisodique, il y a 3 étapes. On enregistre, on consolide, puis on récupère. La mémoire épisodique, c'est dans la phase de consolidation que ça ne va pas. Mais les autres phases, enregistrement et récupération, c'est des phénomènes qui sont actifs dans le cerveau. Il y a beaucoup de gens qui vont oublier parce qu'ils n'enregistrent pas. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Les inattentifs, les gens qui sont un petit peu hyperactifs, qui font 50 affaires en même temps, on dirait qu'ils ne sont pas capables d'aller consolider. Ou les gens vont consolider, mais quand vient le temps de récupérer l'information, ça ne vient pas. Ça leur prend 5 minutes, puis là, à un moment donné, « Ah, c'était ça que je voulais faire. » J'appelle ça le syndrome des patates dans la cave. On descend à chercher les patates au sol, on arrive en bas, on dit « Qu'est-ce que je fais là? » On s'en souvient plus. On remonte en haut, on voit le chaudron. Fuck, c'était les patates. Okay? Fait que ça, c'est le genre de trouble de mémoire qui n'est pas inquiétant. Comment vous pouvez le prouver dans votre bureau? Bien, le renforcement, donc faire répéter les mots à apprendre dans un patient, ça aide. Puis les indices aident. Excusez. Fait que le genre de tableau qu'on verrait, si vous vous souvenez du colloque, encore une fois, où je présentais des mots-cas, c'est le patient qui a presque 0 sur 5 au rappel des mots dans le mot-cas. Évidemment,
Vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'il était juste inattentif? Est-ce qu'il n'a pas pu récupérer? Les mots sont là. Mais c'est de là l'importance de faire les indices quand vous faites le mot-cas. C'est là que vous allez démontrer si c'est vraiment la mémoire épisodique de type hippocampique ou un problème de distraction, de manque de concentration ou un problème exécutif. Si le patient ne se souvient pas des mots grâce aux indices, c'est la consolidation. Les mots se sont effacés dans son cerveau. Si le patient bénéficie des indices, ça veut dire que ce n'est pas la consolidation, ce n'est pas un profil hippocampique, ce n'est pas un profil Alzheimer. Ça va? OK. Fait que ça, c'était le concept un peu plus facile dans lequel vous nagez, les troubles légers, est-ce que c'est Alzheimer ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important qu'on revise un peu ça, puis que je vous donne un peu la perspective de l'avenir qui s'en vient avec les biomarqueurs. Il y a un autre type de patient qui se présente à nous en disant « j'ai des problèmes avec les mots, je manque de mots, je bloque sur les mots ». Sachez d'abord que ce n'est pas une plainte rare. Puis vous l'avez sûrement expérimenté, vous, dans des périodes de fatigue, de stress. On dirait des fois qu'on trébuche sur les mots, c'est moins aisé, on est moins fluide. Mais il y a des gens chez qui l'intensité et la qualité de la perte du mot nous indiquent une maladie qui s'installe. Il faut faire la différence entre langage et parole. Ce n'est pas la même chose. Le langage, c'est conceptualiser un symbole pour désigner quelque chose. Nous autres, on le fait avec des sons qu'on agence ensemble, puis ça fait un mot. Mais le langage, c'est aussi faire des signes. Le langage des signes, c'est un vrai langage. L'écriture, c'est une forme de langage aussi. Alors, quelqu'un qui va perdre le langage va perdre tous ces éléments-là. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer par le langage, puis qui a une atteinte du langage, va avoir de la misère à s'exprimer même en écrivant. Quelqu'un qui a un problème de compréhension du langage, il va avoir de la misère en lecture. Puis les gens qui ont une atteinte du langage, on ne peut pas leur enseigner le langage des signes, comme les sourds. Ça ne marche pas. Okay? Parce que justement, leur zone qui leur permet de prendre un objet et de le conceptualiser en un signe ou un mot est déficiente. C'est la même zone. La parole, c'est quand on a pris un coup le vendredi soir et qu'on va faire comme ça. C'est l'articulation. C'est l'activité motrice qui nous permet de faire des sons. OK? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes zones dans le cerveau. Quand on évalue le langage d'un patient qui se plaint de manque du mot, première chose à évaluer, toutes les aphasies, ils vont avoir de la misère, à un moment donné, à nommer des choses. Alors, on prend des objets et on le fait nommer. Qu'est-ce que c'est ça, un crayon? Qu'est-ce que c'est ça, une agrafeuse? Qu'est-ce que c'est ça, du liquid paper? Il faut faire nommer. Puis à un moment donné, le patient va buter. Il va dire c'est un... puis il va hésiter, puis il ne le trouvera pas. Les aphasies, au début, il y a souvent une espèce de gradient. Les gens vont perdre les mots les plus rares. C'est pour ça que rhinocéros, souvent, est un des premiers mots qui vont manquer. On n'en voit pas dans les rues des rhinocéros. Chat, chien, oiseau, ça va aller, mais tu tournes dans quelque chose de moins utilisé. On dirait que dans les maladies dégénératives, je ne peux pas vous l'expliquer, mais il y a ces catégories spécifiques. Hein. On dirait que les choses plus rares, les choses moins communes, ont tendance à se dégrader un peu plus. Fait que faire nommer des choses. Écouter notre patient parler quand on pose des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? C'est le débit élocutoire. Il y a des aphasies où le patient va parler saccadé, il va parler un mot à la fois, puis la grammaire va être déficiente. Il va parler à l'infinitif, puis il ne mettra pas les adverbes. Ça, c'est des caractéristiques qu'on voit dans certaines pathologies du langage. Il faut vérifier si le patient comprend. Des ordres simples, lever la main, montrer la porte. Des ordres plus complexes. Montrez-moi l'endroit où on se lave les mains. C'est le lavabo, mais on ne veut pas dire lavabo, on veut qu'il décortique la phrase. C'est des choses qu'on peut faire. Puis, on écoute notre patient parler, voir s'il fait des transformations de mots, ce qu'on appelle des paraphasies. Ça, je vous l'avais présenté un peu au colloque, je tenais à le répéter parce que c'est la clé pour bien dépister puis se rendre compte qu'il y a un vrai trouble du langage. Les gens qui sont stressés puis qui butent un petit peu sur les mots, puis qui cherchent les mots puis les noms de personnes à l'occasion, c'est pas des gens qui vont faire des erreurs quand on les teste formellement dans un environnement calme. Ils vont probablement être très fluides, un beau discours, raconter ce qu'ils veulent. On leur montre des objets, ils vont bien les nommer. Les gens qui ont des aphasies, souvent, on va les attraper.
Pour ceux qui veulent en lire un peu plus sur les aphasies primaires progressives, il y a un bon article de 2011 qui réfère à ça. Donc, une aphasie primaire progressive, c'est une maladie insidieuse, comme toutes les maladies dégénératives. Elle commence tranquillement. Les gens nous arrivent souvent 6 mois, 1 an et demi après le début des symptômes. Et ça se caractérise principalement par une atteinte du langage, évidemment. Manque d'humour, paraphasie, discours laborieux, problème de grammaire, problème de compréhension. Évidemment, si c'est une maladie qu'on caractérise comme une démence ou un trouble neurocognitif majeur, il doit y avoir une atteinte du fonctionnement. Puis, souvent, les atteintes du langage vont rapidement perturber le fonctionnement des patients. Des fois plus que les atteintes de la mémoire, parce que c'est tellement un moyen ou un médium primordial dans notre vie, le langage. Parfois, on va voir les patients qui ont avancé dans leur maladie puis qui ont plus qu'une atteinte du langage. Il faut se rappeler que pour parler d'une aphasie progressive, les premiers symptômes, si on les questionne puis qu'on recule dans le temps, c'est une atteinte du langage, c'était le symptôme dominant et ça colle pour une aphasie progressive. Il y en a 3 types d'aphasie progressive. Dans mon introduction, je vous les avais toutes classées. On commence par la première qui s'appelle l'aphasie primaire progressive logopénique. C'est un patient qui a un problème à la récupération des mots, au discours spontané et à la dénomination. Ça veut dire que quand il vous parle, à un moment donné, il va buter. Oui, moi, je travaillais au ministère. Finalement, il va le sortir, mais il a hésité. Okay? Ça, c'est le genre de choses qu'on va voir chez nos patients avec APP logopénique. Le débit verbal s'en retrouve ralenti, puis quand on leur fait nommer des objets, à un moment donné, ils vont buter sur un objet, ils ne seront pas capables de le nommer. Souvent, ils vont savoir c'est quoi, mais ils ne sont pas capables de dire le mot pour agrafeuse ou trombone ou quelque chose que vous leur présentez. La grosse caractéristique, surtout, c'est que quand on leur fait répéter des phrases un peu trop longues, ils ne sont pas capables de répéter la fin de la phrase. Puis je vais avoir une vidéo qui va vous montrer un peu un exemple de ça. C'est ce qu'on appelle la mémoire échoïque. Puis finalement, il y a d'autres caractéristiques qu'on peut retrouver ou pas. Ils doivent avoir des erreurs phonologiques quand ils parlent. Ils vont transformer les mots. Fampouf au lieu de pantouf. Roussi au lieu de souris. Ils vont inverser des syllabes. Ils vont transformer le mot. Quand on leur montre un objet ou qu'on leur dit un mot, ils savent c'est quoi. Par exemple, on leur montre un rhinocéros, ils ne sont pas capables de le dire, puis on leur demande est-ce que ça vit en Afrique? Oui. Est-ce que ça peut être méchant? Des fois. Est-ce que ça mange de l'herbe ou de la viande? Ça mange de l'herbe. Ils sont capables de tout savoir la caractéristique du rhinocéros, mais pas capables de dire le mot. Ils n'ont pas d'apraxie au niveau de la parole, fait que quand ils parlent, c'est quand même bien articulé, puis les phrases sont bien construites. Ça, c'est les caractéristiques d'une aphasie primaire progressive logopénique. Ils ont des anomalies souvent à l'imagerie. Je parle ici de scan ou résonance magnétique. Ils ont souvent une atrophie qu'on peut voir à gauche, autour de la vallée sylvienne. Okay? Ça, c'est caractéristique. Malheureusement, nos radiologistes ne connaissent pas ça. Et ils vont souvent vous décrire légère atrophie diffuse corticale correspondant à l'âge et leucoencéphalopathie sous-corticale vasculaire, /athérosclérotique, /oblique dégénérative légère. Ça, c'est le tape qui nous sort souvent. Quand on regarde nos scans, nous, à l'Enfant Jésus, devant des patients comme ça, on peut souvent repérer des zones d'atrophie qui n'ont pas été nommées. Probablement parce qu'ils ne savent pas. Fait que je vous encourage. Bon, lire vos scans, ça prend un peu d'expérience, ça se fait. Avec les PACS maintenant qui se répandent et le DSQ, on peut les regarder. Sinon, indiquez, si vous avez un doute d'aphasie progressive, indiquez-le sur la requête. Aphasie progressive, atrophie focale, point d'interrogation, avant d'envoyer le patient. Vous avez plus de chances d'avoir une réponse que juste marquer trouble de mémoire puis envoyer ça. Okay? Puis à la rigueur, si vous l'avez regardé, vous vous dites, mais c'est pas pareil d'un bord puis de l'autre, il y a comme une zone, on dirait qu'il manque de cerveau, appelez le radiologiste. Ça vaut la peine parce que ça vient peser dans la balance pour votre diagnostic après. L'autre chose que je veux dire, c'est l'aphasie primaire progressive logopénique, c'est qu'au moins 50% de ces patients-là, c'est des patients qui ont dans leur cerveau une maladie d'Alzheimer. Elle ne s'est pas présentée par la mémoire, elle s'est présentée par un problème de langage. Ça existe. Et ces patients-là,
mérite qu'on essaie les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, Aricept et les autres. Je vous montre une vidéo. J'ai un petit peu de manipulation, mais vous allez en voir un patient qui a quelque chose qui s'apparente à ça. En passant, ces vidéos-là sont une gracieuseté de mon collègue, le Dr. Robert Laforce, qui les a enregistrées, et vous allez le voir d'ailleurs sur certains, ou même tous les vidéos. Pour ceux qui verront la diffusion sur le site du ministère de ma présentation, il est possible qu'on ne puisse pas présenter les vidéos, question de confidentialité pour les patients. Et si on les présente, ce sera avec le visage masqué des patients. Pour le moment, ceux qui sont dans la salle, les patients ont signé une décharge pour que je puisse utiliser les vidéos à titre d'enseignement, mais peut-être pas pour diffusion, du moins de façon intégrale. J'aimerais ça que vous me répétiez le mot demain. Demain? Vous l'avez fait? D-E-M-O-N? Ouais. Vous avez juste à le répéter. Demain? Répétez le mot bonjour. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Vous n'avez pas besoin des étapes. Non, OK, bonjour. Bonjour. Eh? Bonjour. Oui. Répétez le mot carrossier. Carrossier. Oui, oui, ça se peut dire, ça se dit, ça, oui, oui. Fait. Oui. Premier bataillon d'artillerie. Premier bataillon d'artillerie. Excellent. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Oui, c'est ça. Ils sont au zoologique ou en Afrique. OK. Répétez après moi. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Bon, ils sont peut-être là, mais c'est pas dans le place, à un moment donné. Ils sont d'un lac ou d'une rivière à quelque part, là, mais c'est pas ça. On réessaye. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Ouais, vous dites ça, ouais. Répétez. Les hippopotames sont au... On réessaye. Hippopotames sont dans... Fait que vous constatez ici que le patient pouvait répéter les mots simples. Il essayait souvent de contourner la question un petit peu parce que les mots ne venaient pas facilement pour lui. Et finalement, quand on est arrivé avec une phrase un peu plus complexe, les hippopotames sont au jardin zoologique, éventuellement, il a répété le début, on s'est rendu compte qu'il n'était jamais capable de répéter la phrase au complet. C'est un patient qui avait une aphasie assez avancée, mais au point de départ, ça peut être plus subtil que ça, mais si, de façon assez caractéristique, les patients ne répètent pas des phrases un peu longues, ça pourrait pointer vers une aphasie primaire progressive logopédique. Okay? La deuxième aphasie progressive, l'aphasie primaire progressive de type sémantique. C'est des patients qui, contrairement au premier, leur discours est fluent. Ça veut dire que quand on leur pose une question ouverte, il y a beaucoup de mots qui sortent, puis ça va assez bien. Comme toute aphasie, ils ont de la misère à nommer des choses. Ils vont faire, eux autres, des paraphasies qu'on appelle sémantiques. Alors, ce n'est pas que le mot est transformé. Ils peuvent voir un rhinocéros et dire c'est un cochon. Parce que rhinocéros, c'est rare, on n'en voit pas beaucoup, ils ont oublié le concept, mais ils voient un gros animal trapu avec des grosses pattes, fait qu'ils vont dire cochon. Okay? Fait qu'ils ont des transformations de mots, mais ils prennent un mauvais mot. Souvent un mot qui est, pour quelque raison que ce soit, proche de ce qu'on veut leur faire nommer, mais ils vont prendre un mauvais mot. Et ils ont de la misère aussi, quand on décrit quelque chose, à dire c'est quoi. Si on leur dit un animal poilu à quatre pattes, avec un long museau, des grandes oreilles qui aboie, ça se peut qu'ils ne soient pas capables de dire c'est un chien. C'était clair ma description, j'espère? Oui, OK. Donc, c'est ça. Fait que une image de chien, peut-être qu'ils vont le nommer, mais plus tard, on peut leur décrire le chien, puis ils ne sont peut-être pas capables. Ils ont perdu le concept du chien dans leur cerveau. Au moins en partie, c'est en train de se dégrader. OK? Ils ont de la misère à comprendre parfois aussi qu'est-ce que c'est même un mot simple. Les patients avec l'autre type d'aphasie, dans les phrases complexes, pouvaient se perdre un peu. Mais quand tu leur dis qu'est-ce qu'un chien, ils savent c'est quoi. Un mot simple, ils vont l'avoir, alors que eux autres, ils vont avoir un peu plus de misère. Donc, ils vont avoir des problèmes de reconnaissance des choses qu'on leur présente. Ils vont avoir un phénomène qu'on appelle dyslexie et dysgraphie de surface. Je vais vous l'illustrer. C'est des gens qui perdent la capacité d'écrire et de lire assez tôt. Et ils vont faire des fautes en écrivant.
toujours se fier quand même au niveau d'éducation du patient. Mais pour des mots qu'on appelle des mots irréguliers, comme un hiat, tilleul, des mots qui ne s'écrivent pas nécessairement comme ils se prononcent, ils ont de la misère. Articulation, grammaire et paroles préservées, contrairement au premier qui transformait et qui avait un peu de problème dans la grammaire, mais pas trop. Répétition épargnée. Ils ont aussi d'autres petites caractéristiques que je vous épargne ici. Je vous montre une vidéo. Je vais vous montrer d'autres objets. On va passer à ces items-là. J'aimerais ça que vous me nommiez ça ici. Comment on appelle ça? Tu vois, là, je me rappelle pas de ça. C'est qu'on se met ça dans nos mains. Un manque du mot, mais là, ici, c'est quoi? La main. Tu vois, là, je me rappelle pas du nom parce que c'est rare. Ça commence par G. C'est un... Je vous donne les premières lettres. Hein. G, A. C'est un G. Ça vous dit rien? Est-ce que c'est une mitaine? Un gant? C'est un gant. Un gant? Excellent. Ça ici, comment on appelle ça? Une chaise. Une chaise. C'est la Je me plume, rappelle pas, moi, ce qu'on appelle ça. plume d'oiseau. Pas d'idée? Non. On s'en sert, hein, c'est comme doux sur la peau. On peut s'en servir sur les chapeaux. Hein? On se sert de ça sur les chapeaux. On peut mettre ça sur les chapeaux comme décoration. Ah. C'est pas des choses. Je vais vous donner le début, c'est une pluie. Une quoi? Une pluie. Une pluie. Ça commence par PL. Une pluie. Je sais pas. Si je vous dis une plume, Une plume. Je pense que c'est une plume. Même avec le savez-vous mot, c'est il sait quoi pas une c'est quoi. plume? Non. Pas d'idée? OK. Ça ici, Le livre plume dans son cerveau est disparu. Il ne sait plus c'est quoi des plumes. Je sais pas. pas d'idée? Non. On s'en sert pour débarrer les portes. Ah oui? J'avoue que la clé, c'est une clé ancienne. On peut mais utiliser quand ça, même. ouais. Ouais. Ça, je me rappelle pas du nom. Je me sers jamais de ça. Ça commence par CL. C'est une clé. Clé? Une clé. Est-ce que ça vous dit de quoi, une clé? Ah oui. OK. Puis on se sert... À quoi ça sert une clé? Ben. Comme tu dis, ça peut Il ouvrir les hésite quand choses. même beaucoup. On voit que le mot-clé est encore là, Ça le ici. concept est encore là, mais c'est dégradé en Où pas ça? mal, pas mal grande partie. Cette image-là. On est rendu au hamac. Là. Tu vois, là, je me rappelle pas du nom de ça. OK. On peut s'étendre dessus l'été, et relaxer. Ah oui, je sais qu'est-ce que c'est, mais je me rappelle pas du nom. OK. Parce que c'est jamais que j'ai jamais vu que ça dernièrement, ça se fait Ça longtemps. commence par H-A. C'est un A. Un A. Ça vous dit rien? Non. Si je vous dis un hamac, Hamac. Ça me dit rien, ça. ça vous dit rien? OK. Puis le dernier qu'on fait ensemble, c'est celui-là ici. Comment ça s'appelle, ça? Je sais pas ce que c'est, ça. Pas d'idée? Non. C'est une sorte d'arbre. Quelle sorte d'arbre? Je ne sais pas. Ça vous dit rien? Ça commence par CA. C'est un cac. Pas d'idée. Si je vous disais un cactus, Cactus. Je connais pas ça. ça vous dit rien. OK. Fait que vous avez constaté que, bon, quand il nous parle, c'est assez clair. C'est un monsieur qui a un accent, je ne sais pas il est de où, là, mais sinon, quand même, ça sort, les mots sortent, mais on voit qu'il a perdu des concepts. Cactus, ça n'existe plus dans son cerveau. OK? Contrairement à l'autre patient qui aurait peut-être eu de la misère à dire cactus, il aurait dit c'est cactus, il l'aurait sorti, parce que le concept est encore là. Lui, ça bloque à la sortie pour le mot. Si elle est rapide, s'il vous plaît. C'est qui? Moi. Ah, bonjour. OK. Là, on rentre dans des... je ne veux pas dire des subtilités, mais on rentre dans le c'est-à-dire que si c'est juste la reconnaissance de l'image, si on lui dit un arbre qui pousse dans le désert qui a des piquants, il dirait c'est un cactus. OK? Mais lui, ce n'est pas juste à partir du moment où il voit l'image que ça bloque, c'est qu'il voit l'image, il y a décortique, c'est vert, ça a des branches, tout ça.
ça va dans son cerveau, puis ça regarde dans la bibliothèque, ça correspond à quel mot, à quel concept, c'est plus là. C'est pas la même chose. Un autre exemple, quelqu'un qui a une agnosie visuelle, vous lui montrez une image d'un trombone, un attache-papier, il ne la reconnaîtra pas. Vous lui en mettez un dans la main, il va le palper, il va dire c'est un trombone. Un aphasique va voir une image de trombone, il ne saura pas c'est quoi. Vous lui allez en montrer un, il ne pourra pas le nommer. Vous lui mettez dans la main, il va le palper, il ne pourra pas le nommer. C'est pas pareil. Voyez-vous un peu la différence, là? Quand on voit quelque chose qu'on veut le nommer, ça rentre dans le lobe occipital, ça s'en va dans les zones de reconnaissance, de décodage des formes, des couleurs, des textures. Ça s'en va vers la zone du langage pour fouiller dans la bibliothèque, ça correspond à quoi. Puis ça s'en va dans la zone d'expression du langage pour sortir le mot. Plusieurs étapes. L'agnosie, c'est un problème à la première étape. Et si on bypasse la vision, je vous donne l'objet dans la main, ça va rentrer, ça va le reconnaître, puis ça va le dire. C'est un exemple de dyslexie, de dysgraphie de surface. Vous voyez que pour le mot yat, tilleul, serre, potion, le patient fait des erreurs. Pour clown, si vous cherchez dans le dictionnaire, ça peut s'écrire comme ça, clown. On ne sait pas si c'est une dysgraphie de surface ou pas. L'aphasie primaire sémantique, à l'imagerie, il y a souvent une atrophie en temporale antérieure et à peu près 25% serait causée par la maladie d'Alzheimer. Sinon, il y a d'autres types de pathologies qui peuvent causer ça. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de traiter ces patients-là? Moi, je vous présente des cas, puis je vous présente ça comme des beaux chapitres bien séparés. Il n'est pas rare qu'on va voir un patient qui a une atteinte sémantique au niveau du langage, un peu d'atteinte de mémoire, les dessins ne sont pas parfaits, fait que c'est plus que juste du langage. On peut se demander, si tu as un Alzheimer qui a plusieurs atteintes, mais que c'est un petit peu plus le langage. Donc, il est parfois valable de tenter un traitement avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase pour quelques mois, pour voir la tolérance, pour voir si on a un certain effet, sachant qu'on a une chance sur 4 peut-être d'être dans la bonne pathologie. Okay? Puis je vous parlais d'atrophie au lobe temporal. Je promène ma souris. Vous voyez ici comment il manque du cerveau. Hein? Le cerveau est gris. Les yeux sont en avant, le nez. C'est les lobes temporales. On est juste derrière les yeux ici. Là. Et on voit qu'à gauche, ici, là, il y a vraiment une atrophie là, importante. On voit un peu la même chose ici, beaucoup plus à gauche qu'à droite. C'est typique d'une démence sémantique, d'une aphasie primaire sémantique. La dernière, l'APP non fluente, je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps passe. C'est des patients que vous leur posez des questions ouvertes et c'est très, très, très télégraphique, plus que le premier encore. L'articulation est laborieuse. Ils vont faire des paraphasies phonémiques, transformer les phonèmes, et même là, ils vont aussi mal prononcer les choses. Les phrases qui ont une structure complexe, ils vont avoir de la misère, mais les phrases très simples ou les mots uniques, ils vont les reconnaître, ils vont être capables de les comprendre. Puis ils savent encore c'est quoi les choses. Vous leur montrez un rhinocéros, ça ne sort pas. Puis comme j'ai fait tantôt, vous leur demandez des exemples, ça vit où, qu'est-ce que ça mange, puis vous leur donnez des choix multiples, ils vont le savoir encore. Le sémantique ne le sait plus, le non-fluent le sait encore, c'est le mot. C'est la dernière étape. Quand vient le temps de dire le mot n'est plus là. Il manque quelques pages dans son chapitre, mais tout le chapitre n'est pas effacé. C'est des patients qui ont une atrophie à la région insulaire gauche, donc c'est dans la vallée sylvienne, un peu plus en avant que ce qu'on voit dans le logo pénique. Et encore là, un quart de ces patients-là va avoir une pathologie Alzheimer sous-jacente. On peut voir ici l'atrophie insulaire. L'insula, c'est une petite zone de cerveau qui est cachée. Ici, c'est à peu près normal. Hein, on a la vallée sylvienne, puis au fond, là, il y a une petite île de cerveau, c'est ce qu'on appelle ça l'insula. Vous voyez ici que c'est plus atrophique, c'est plus large, il manque de la substance. C'est ce qu'on voit habituellement dans l'aphasie primaire progressive. Je vous montre une vidéo pour que vous l'ayez un peu dans l'œil. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Pour de mettre le langage. Là. OK. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre langage? J'ai de la misère à parler. OK. Est-ce que vous comprenez bien quand les autres vous parlent? Oui. Oui. C'est quoi le problème à parler?
problème à parler. C'est quoi le problème qui vous arrive quand vous essayez de parler? Ben, des fois que j'ai ça dans la tête, mais ça sort pas tout le temps. Ça sort pas. OK. Puis, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans la vie? J'ai travaillé. OK. Ouais. Vous faisiez quoi? Préposé aux bénéficiaires. Aux Visite, bénéficiaires. elle transforme les Puis, mots, qu'est-ce les que sons vous aimez sortent faire pas dans bien, vos temps les libres? phrases sont courtes. Oh, j'aime de la marche, je fais de la culture physique, des choses de même, non? OK. OK. Fait que pas beaucoup d'informations, phrases courtes, à sentir au minimum, elle hésite, elle bloque. C'est ce qu'on voit dans les non-fluents. Fait qu'on a revisé donc les 3 aphasies principales. Une qui est surtout de l'Alzheimer, les 2 autres qui sont parfois de l'Alzheimer, puis ont des caractéristiques qui les différencient. Je vous avoue que même pour moi, des fois, je vois une aphasie primaire progressive et j'ai de la misère à la classer dans ces 3-là. Les grandes clés, c'est la répétition des phrases longues pour le logopénique, la perte du concept de certains mots pour le sémantique, puis le langage bloqué du non-fluent. Mais ce n'est pas toujours facile à départager. Souvent, l'imagerie peut nous aider, puis si on n'est pas sûr, puis qu'on veut vraiment aller plus loin, les orthophonistes peuvent nous aider. Sachez que ces gens-là sont, sans être réadaptables, on peut parfois compenser leurs problèmes. Pensez aux non-fluents qui bloquent sur les mots. Des fois, avec des iPads, avec d'autres techniques, ils peuvent s'exprimer plus facilement, rechercher. Ils vont à l'épicerie, ils savent qu'ils vont bloquer, ils peuvent aller chercher des images sur leur iPad. Il y a toutes sortes de techniques en ergothérapie qui peuvent les aider. J'ai une dame qui avait un phénomène comme ça d'aphasie progressive, qui est restée à domicile, bien qu'elle n'était pas capable de parler au téléphone, elle est restée à domicile pendant plusieurs années à s'organiser avec des moyens compensatoires. La maladie n'était que dans son langage, ne touchait pas son jugement ni sa mémoire, puis elle a pu compenser. Fait que quand on les reconnaît comme il faut, on est parfois capable de les aider. Je pense à un autre. On a parlé de plusieurs variantes de l'Alzheimer. Je vous en présente une autre, l'atrophie corticale postérieure. Ceux qui veulent lire un peu, je vous ai mis quelques références là-dessus. L'atrophie corticale postérieure, c'est un syndrome, une condition dégénérative qui va toucher de façon assez frappante les habiletés visuospatiales et d'autres habiletés des régions postérieures du cerveau. Qu'est-ce qu'on a en arrière du cerveau? En pariétal, si vous vous souvenez un peu du colloque, il y a les praxies et les gnosis. Les gnosis, c'est la reconnaissance, entre autres la reconnaissance visuelle, mais reconnaître les choses, les objets, notre environnement, reconnaître notre corps dans l'espace aussi. Les praxies, c'est notre capacité à faire des petits gestes usuels complexes sans trop y penser, une espèce de petits gestes automatiques. Et ça peut même aller jusqu'à s'appliquer à des gestes un peu plus complexes comme l'utilisation du micro-ondes et tout ça. Alors, c'est des gens qui vont présenter ce genre de problème-là de façon progressive. C'est un peu plus jeune que nos maladies dégénératives habituelles. Bien que ce soit souvent l'Alzheimer qui cause ça, il y a d'autres pathologies, des fois, qu'on retrouve dans le cerveau des gens qui ont présenté ça. Souvent, comme les symptômes sont inhabituels, les gens sont envoyés chez le médecin. Ça prend du temps, surtout ceux qui ont des problèmes visuels. C'est des gens qui vont se plaindre de ne pas voir, d'aller chez l'optométriste, de changer leurs lunettes, puis ils ne voient pas mieux. Finalement, ils s'en vont en ophtalmo. L'ophtalmo, il regarde les yeux. Il dit « tout est beau », puis ils retournent chez eux. Mais il n'y a pas juste les yeux qui voient. Le cerveau voit. Tout ce qui passe dans les yeux, c'est une lentille. C'est le cerveau qui interprète. Puis ces gens-là ont de la misère. J'avais une secrétaire de 58 ans qui n'était plus capable de taper à la machine. Elle ne voyait plus, mais elle a fait ça toute sa vie, là. Puis là, elle a fait changer ses lunettes, tout ça, vu l'ophtalmo, vu un autre ophtalmo. Il y en a même un qui a allumé, il dit « non, c'est peut-être maladie du cerveau ». Un jour, elle s'est présentée à son auto, elle conduisait encore, elle avait la clé dans les mains, puis elle cherchait la serrure sur la porte. Elle n'était pas capable de repérer sur la grande porte rouge la poignée puis le petit trou de la serrure. C'était tout confondu. Puis le pire, c'est qu'elle était du côté du passager. Puis elle voulait aller conduire. Fait que, ça peut être assez important. Puis ces gens-là gardent une autocritique souvent très importante de leurs problèmes. Ils sont très, très, très en détresse. Et malheureusement, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut voir comme symptômes? Des gens qui commencent à avoir de la misère à lire. Les lettres se confondent. Des gens qui vont avoir à repérer
des choses dans le frigidaire. Ils vont chercher le pot de Cheez Whiz, puis à travers toutes les pots, ils ne le voient pas. Il est juste en face d'eux. C'est ce qu'on appelle un problème de simultanéosie. Les gens peuvent avoir des problèmes dans leur environnement quand ils se déplacent, s'accrocher. Ils vont mettre la table, ils vont la mettre croche. Ils vont manger dans leur assiette, il va rester tout le temps quelque chose dans le coin de l'assiette. Ils ne l'ont pas vidé comme il faut, comme s'ils ne voyaient pas qu'il en reste dans leur assiette. Comme ils ne voient pas, ils visent mal aussi. On appelle ça l'ataxie optique. S'ils visent mal, ils veulent piquer la carotte, puis ils passent à côté, ils la font tomber. Okay? Fait que c'est toutes des choses qui... Ça a l'air bizarre quand les gens nous racontent ça, puis on va vérifier la coordination. C'est pas ça. Ils ne voient pas bien. Les yeux qui les guident ne marchent pas. Ils peuvent avoir des problèmes du côté de l'hémisphère gauche, des problèmes de calcul, dysorthographie, ne pas reconnaître leurs doigts, toutes des choses comme ça. Ils peuvent avoir aussi de l'apraxie progressive, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la misère à faire des gestes usuels. Ils ont souvent des phénomènes visio-perceptuels très bizarres. Vous savez, quand on voit un flash de caméra, ça reste dans nos yeux. Hein? Ça, c'est normal. Ces gens-là vont regarder, je regarde Claude, puis je me tournerai, puis j'ai encore une silhouette de Claude qui reste. C'est ce qu'on appelle les prolonged color after images. C'est ce qu'ils peuvent présenter comme phénomène perceptuel bizarre. Ils peuvent voir les choses à l'envers. Subitement, ils voient le monde la tête en bas, puis là, ça se corrige. Ils peuvent voir des choses bouger alors que les choses sont immobiles. Et les choses peuvent être petites alors qu'elles sont grandes. Donc, le syndrome de Lilliput qu'on appelle chez les enfants, comme le livre pour les Lilliputiens, tout ça. Les compétences de lecture peuvent être perturbées, la conduite auto, ça peut vraiment être mettre les gens vraiment en détresse. Donc, un patient qui se présente à vous, qui se plaint de problèmes de lecture, difficulté à évaluer les distances, difficulté d'identification des objets statiques dans le champ visuel, peuvent s'enfarger dans les marches de l'escalier roulant, de la photophobie, des distorsions visuelles, difficulté d'utilisation d'objets communs comme la télécommande, le téléphone, le micro-ondes, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça que se manifeste l'apraxie dans la vie courante, des problèmes de calcul, des problèmes d'écriture. Il peut y avoir des hallucinations visuelles et comme je vous l'ai dit, c'est souvent de l'Alzheimer qui sous-tend l'atrophie corticale postérieure, mais il y a d'autres maladies comme la démence à corps de Louis qui peut commencer un peu comme ça. La démence à corps de Louis, évidemment, aura des symptômes parkinsoniens, ce que, quand c'est causé par l'Alzheimer, on n'a pas. Je vais aller assez vite parce que je vais vous montrer le vidéo d'une dame apraxique rapidement, puis ensuite quelques petits tests d'apraxie. Puis je veux passer au lobe frontal, on a encore beaucoup de contenu. Je vais aller un peu plus vite. Maintenant, j'aimerais ça que vous fassiez semblant de faire un salut militaire avec la main droite. OK. Allez-y maintenant avec la main gauche. Je pense que ça de l'hiver, j'ai pas de peau. Non, il est plus raide, il shake. Puis... Faites-moi un beau salut militaire. L'apraxie gauche, c'est clair, là, avec la main un gauche. geste qu'elle a fait aisément à droite. OK. Ça marche. Donc, regardez-moi faire ici comme ça. OK. Puis maintenant, réessayez avec la main gauche. Très Un bien. peu mieux. OK. Faites semblant de vous brosser les dents avec la main droite. Pas de problème, je le fais tous les matins. OK. Allez-y vraiment là, comme si vous aviez une brosse à dents dans les mains. Là. OK. Ouais. Elle est un peu apraxique à droite parce qu'elle a pris le doigt au début, mais assez corrigée. C'est bon. Maintenant, essayons-le avec la main Je gauche. suis pas sûre. OK. Faites vraiment comme si vous aviez la brosse à dents dans vos mains. Là. Fait que c'est ça un Ça, peu ça l'apraxie bouge dans pas, notre bureau. il C'est peut comme pas ça monter, qu'on peut le tester, l'évaluer. C'est en demandant des gestes usuels. C'est plus difficile. OK. Oui, plus difficile. Puis si vous me regardez faire, Hop, partir du début, c'était pas la bonne idée. allez-y. Si je le mets plus proche, Désolé. c'est peut-être mieux, là. OK. C'est plus difficile. C'est bon, vous pouvez relaxer. Faites semblant d'envoyer la main avec la main gauche. Très bien. Faites semblant d'envoyer la main avec la main droite. Parfait. Faites semblant avec la main gauche, là, de croiser les doigts, là, comme pour souhaiter bonne chance à quelqu'un, là. OK. Avec ma main gauche. Ouais. Comme je vous l'ai dit, la pathophysiologie, c'est souvent de l'Alzheimer. La dégénérescence corticobasale, la démence à corps de Louis peuvent être d'autres causes moins fréquentes. Il y a des critères diagnostiques qui ont été proposés. Il y en a même qui ont été publiés. C'est une de mes références. C'est récent.
comme publication. Mais sachez que c'est vraiment des patients qui se présentent avec des problèmes d'agnosie, d'apraxie, souvent plus jeunes que nos patients Alzheimer habituels. Pour la simultaniosie, vous pouvez chercher sur Internet l'image cookie theft. C'est ça ici, c'est utilisé dans nos bureaux. On demande aux patients, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? C'est un peu encombré, puis il y a plein de petits détails qu'il faut déchiffrer. L'évier déborde, le petit garçon va tomber du tabouret, parce que le tabouret bascule, sa petite sœur veut un biscuit. Alors, c'est ça la simultaniosie. C'est un patient qui ne serait pas capable de décrire l'ensemble de la scène. Ils vont souvent se concentrer sur dire, bien, il y a un petit garçon puis des biscuits, puis ils ne voient pas le reste. Okay? L'agnose aperceptive, vous voyez à gauche une chaise qui est dessinée seulement en partie. Tout le monde la voit, mais un patient qui a une agnosie peut avoir de la misère à reconnaître un objet qui est comme ça, à moitié dessiné. On voit une chaise vue du dessus, à droite. Nous, on la reconnaît. Je vous avoue que ça m'a pris, il a fallu que je me tourne la tête un peu, là. Mais vous la reconnaissez. Un patient qui a agnosie aura beaucoup de misère à reconnaître ça. Il y a les images enchevêtrées. Ça, c'est, vous tapez le Popple-Reuter, P-O-P-P-E-L-R-E-U-T-E-R. Vous allez avoir sur Google 350 exemples d'images superposées. Alors, c'est tous des tests que vous pouvez faire à vos patients, que vous pouvez avoir dans votre bureau, qui vont vous aider à voir s'il y a vraiment une agnosie significative chez votre patient. Évidemment, à gauche, c'est plus simple. À droite, il y a 15 images superposées, donc c'est un peu plus complexe à déchiffrer. On passe à la démence frontale. Les fonctions frontales, je ne veux pas m'étirer, vous l'avez, puis c'est des choses que j'ai présentées au colloque, mais c'est très complexe. Puis des gens qui ont des pertes au niveau des fonctions frontales, ça peut se manifester de beaucoup de façons. Le lobe frontal est gros. Il y a 3 régions, puis chacune des régions est responsable de certaines fonctions frontales. Si on veut les décrire, bien, vous les avez ici par région. J'espère que ça sort assez gros dans votre document. Vous l'aurez sur Internet de toute façon. Mais c'est donc très, très riche comme symptomatologie. La démence frontale, comme on l'a décrit selon les critères, il y a souvent une désinhibition comportementale précoce. C'est le patient qui est plus volubile qu'avant, qui est plus familier, qui sac, qui a parfois des comportements sexuels exagérés ou exubérants. En contrepartie, à d'autres moments, ils vont être apathiques ou inertes. Il y a un dégât, ils ne ramassent pas. Leur femme fait le cours comme une folle, elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage, elle fait le lavage, ils sont assis, puis ils regardent ça aller, puis ils n'ont pas l'idée de s'impliquer. Ils n'ont pas de sympathie ou d'empathie. L'épouse pleure pour la mort d'un proche, c'est pas grave. On va-tu au cinéma? T'sais, ils ne reconnaissent pas l'émotion chez les autres. Ils ont des comportements persévératifs, ils ont des changements alimentaires souvent, ils vont aimer les sucreries, ils vont manger plus. Vous avez dans vos notes un petit peu qu'est-ce que c'est le comportement désinhibé, puis l'apathie, l'inertie, le manque de sympathie, les comportements persévératifs. Dans les diapos suivantes, on les explicite un petit peu plus. C'est des gens qui vont avoir à l'imagerie une atrophie importante en frontale ou en temporale, mais vraiment dans les régions très antérieures. Et le plus souvent, c'est la pathologie de Tau, mais il y a des variantes Alzheimer, encore une fois, de ces maladies-là. Ce n'est pas fréquent, mais ça existe. On peut les tester. Il y a, dans nos tests de dépistage MoCA, Fauchstein, il y a peu de tests exécutifs. MoCA en a, Fauchstein n'en a pas du tout. Ce qu'on peut retrouver qui est exécutif dans le MoCA, l'échantillon du trail, 1A, 2B, 3C, l'horloge, il y a certains éléments exécutifs, banane et orange, train et bicyclette. La lettre A, parce qu'il y a une question d'attention, mais il y a aussi une question d'inhibition pour ne pas taper trop souvent, puis nommer le plus de mots commençant par F. Ça va pour les dysfonctions exécutives des parties latérales du lobe frontal, mais pour le comportement, il n'y a pas de... Ça ne sort pas. J'ai vu un patient, ça fait 4 ans que je le suis pour démence frontotemporale, il y a 29 au MoCA. Mais dans la salle d'attente, à chaque 30 secondes, il se lève pour aller voir la secrétaire pour demander quand est-ce qu'il va passer. Fait que ça, c'est son comportement, puis ça se teste pas, ça se voit. Fait qu'il faut questionner le patient, il faut observer le patient, il faut questionner l'aidant. Parce que le patient, il n'a aucune autocritique, pour lui, il n'a pas de problème. Je veux passer là-dessus parce que ça a été abordé dans la maladie d'Alzheimer variante frontale. Il n'y a pas de critères diagnostiques. Elle ressemble à la démence frontotemporale. Peut-être qu'elle est moins flamboyante. Peut-être que ça va toucher un peu plus la mémoire.
mais c'est relativement similaire. La seule façon de faire la différence, ce serait d'avoir des biomarqueurs disponibles. On le fait parfois en troisième ligne, mais je pense qu'en première ligne, si vous avez une atteinte frontale qui est un peu mitigée, vous pensez, coudonc, c'est-tu un Alzheimer frontal? Un essai d'inhibiteur peut être fait. Attention, dans la vraie démence frontale, qui n'est pas la variante Alzheimer, des fois, ça exagère les comportements exubérants. Fait que c'est le genre de patients que si on décide d'essayer, on est prudent, on avertit, puis on dit à la famille de nous appeler rapidement si on voit que le patient devient foufou. Démence vasculaire, je veux juste vous dire deux choses là-dessus. On en parle beaucoup, puis on a tendance à beaucoup dire c'est une démence mixte parce que le patient a une lacune au scan, ou le patient a de la leucoencéphalopathie, ou le patient est hypertendu. J'ai vu ça des fois, le scan, il n'y a aucune atteinte vasculaire au scan, parce qu'il est hypertendu, on dit bien ça doit être mixte. Quand un patient a un profil Alzheimer, c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Il peut avoir une lacune ou deux, c'est pas grave. Quand on a un patient qui a un profil un peu plus bâtard, que oui, la mémoire, mais il est un peu dysexécutif, là, on peut penser qu'il y a du mixte, surtout s'il y a des changements vasculaires significatifs au cerveau. Ça, il faut regarder les scans. Il faut qu'il y ait plusieurs lacunes ou il faut qu'il y ait beaucoup de leucoencéphalopathie. Avant de dire mixte, je pense qu'il faut être prudent. Mixte est probablement la pathologie la plus fréquente. On pourrait quasiment la mettre à tout le monde, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, dire c'est quoi qui prédomine. Il y a une lacune, d'accord, sûrement qu'elle contribue pour 5 % de sa maladie, mais dans l'ensemble, c'est une maladie d'Alzheimer. Je pense qu'il faut l'appeler Alzheimer. Okay? Fait que ça, je pense que c'est ce qui est important à retenir, je pense, de mon propos ici. Un profil Alzheimer, ça existe. Un profil vasculaire, ça peut se décrire très bien en neuropsychologie puis dans votre bureau. Puis il faut appeler un chat un chat. Dernière chose que je veux parler, je m'excuse d'aller vite, mais on arrête après ça. Hydrocéphalie à pression normale. On m'en réfère de plus en plus. C'est moi et Dr Yannick Nadeau qui évoluons à l'enfant Jésus. On pensait en voir il y a quelques années 5, 6, 7 par année. On en voit au-dessus de 30 par année des cas référés. Puis on en opère probablement une vingtaine par année. Parce que oui, c'est une démence qu'on appelle réversible. En fait, réversible est un grand mot. On peut améliorer et stabiliser les gens. C'est une triade de symptômes. Troubles cognitifs, incontinence et troubles à la marche. Ça, c'est beau. Il y a beaucoup de nos patients âgés qui ont ça. Allez dans un centre d'accueil, il y en a beaucoup qui ont ça. Ils n'ont pas tous d'hydrocéphalie. Ça prend en plus de l'imagerie qui suggère. Il n'y a aucun test d'imagerie qui va prouver hors de tout doute l'hydrocéphalie. Les tests peuvent suggérer l'hydrocéphalie. Puis au-delà de incontinence, troubles cognitifs et troubles d'équilibre, il faut que ça fitte. L'incontinence, c'est une urgence mictionnelle. Les envies pressantes, ils ne se rendent pas à temps. Okay? Ce n'est pas de l'incontinence de tout ou de l'incontinence en fin de miction que ça ne finit plus par finir comme du prostatisme. Il faut questionner l'incontinence. Les troubles de marche, ce n'est pas des problèmes de boiterie, de hanche. C'est un trouble de marche où les gens ont les pieds plus écartés, ils avancent à petits pas, puis ils ont tendance à partir par en arrière. Ça ressemble un petit peu au Parkinson, mais c'est un peu différent. Les troubles cognitifs, ce n'est pas comme l'Alzheimer, ce n'est pas la mémoire épisodique. Eux autres, c'est l'attention, concentration, puis la vitesse qui ne sont pas bons. Ça les fait oublier pareil, parce qu'ils n'apprennent pas ou ils ne sont pas capables de retrouver les mots. Mais c'est différent comme profil. Okay? Et ça, c'est important de le reconnaître. C'est donc un challenge clinique là, chez les personnes âgées de bien les décortiquer. Ça prend une investigation aussi pour ces patients-là. Il faut qu'on fasse une ponction lombaire évacuatrice. Il faut qu'on fasse des tests d'équilibre avant et après. Puis ensuite, ils vont en neurochirurgie si c'est positif. Okay? Fait qu'il faut comprendre qu'un patient qui aurait peut-être un profil d'HPN, une triade, ça colle, il y a un scan, mais qui est connu pour un cancer de la prostate extensif ou qui a des doutes sur un cancer du poumon, ce n'est pas le cas qu'on envoie en neurologie parce qu'il est peut-être trop malade pour être opéré. Comprenez-vous? Ça me parle quand même des gens qui vont être capables de passer à travers toutes ces étapes-là. Quand les cas sont bien sélectionnés, 50 à 75 % de résultats positifs. C'est des gens qui vont passer de la marchette à la canne ou de la canne à pas de canne. C'est vraiment des gens qui montent une marche, mais ils ne courent pas, nécessairement. Les urines peuvent s'améliorer. Ils en perdent beaucoup, ils en perdent moins. Ils en perdent encore un petit peu. Au niveau de la mémoire, ils se sentent plus vite. Dans les tests, ça paraît pas beaucoup, souvent. Fait que des cas très avancés, chaise roulante, avec une démence importante, malheureusement, probablement qu'on ne fera pas beaucoup pour eux autres non plus.
Des messages clés, 3 diapos, Claude, si tu me permets. Bon, bien que la maladie d'Alzheimer classique avec trouble de mémoire hippocampique, c'est le trouble neurocognitif majeur, c'est celui que vous devez connaître, il y a au moins 20 qui ne seront pas typiques, que vous allez voir dans vos bureaux. Aphasie progressive, démence frontale, démence avec troubles extrapyramidaux qu'on n'a pas abordé malheureusement, HPN, démence vasculaire. Fait qu'il faut le garder en tête dans notre diagnostic différentiel. Essayez de se rappeler un peu des types de présentation. La plupart des démences sont d'apparition insidieuse et d'évolution progressive, fait qu'ils vont parfois se présenter à notre bureau au tout début, quand ce n'est pas évident. Fait qu'il faut quand même reconnaître que ces patients-là sont à suivre, il faut suivre ça. Actuellement, on n'a pas de tests pour nous aider, mais ça va venir des tests pour nous aider à repérer les stades précoces et j'espère un jour les traiter. La maladie vasculaire cérébrale est fréquente. Elle influence le processus dégénératif cérébral et ce n'est pas toutes les maladies démentielles qui sont mixtes. Je pense qu'il faut se pencher sur le vrai diagnostic, mais les facteurs de risque vasculaires sont modifiables. Encore là, une autre raison d'être agressif chez nos patients diabétiques hypertendus, parce que bien que ça contribue peut-être pour pas beaucoup dans la démence du patient, c'est potentiellement modifiable. La maladie d'Alzheimer, la pathologie Alzheimer se retrouve dans l'atrophie corticale postérieure, l'aphasie logopénique et dans certains cas d'aphasie non fluente et sémantique et dans la variante frontale. Donc, y penser, même si c'est un cas atypique, ça peut cacher un Alzheimer, il y a parfois un intérêt à tenter les médicaments qu'on a actuellement. Ouf, merci, je sais que c'était lourd.